Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du module core FS, donc File System de Node.js. Alors, ça n'a pas été une vidéo simple à préparer et je pense que elle sera probablement pas aussi complète que je le souhaite parce que on va le voir, le module FS est ultra large et donc j'ai beaucoup travaillé pour me dire comment je vous présente la chose. Est-ce que je vais pas oublier des API, puis mais bon, je me suis dit, bon, vas-y, lance-toi, fais un truc. Au pire, si c'est pas complet, ou un jour je referai une autre, ou je compléterai, donc ce sera pas très grave. Mais bon, voilà, aujourd'hui, on va aborder donc le module FS de Node.js, donc File System. Et donc, c'est un module, comme je vous le disais, si je vous montre tout de suite la documentation de Node.js, c'est un module qui va être vraiment, vraiment vaste. Mais en même temps, travailler avec le file system, c'est quelque chose qui est vraiment très très important, hein. En vrai, si vous êtes un développeur back-end, mais même front, hein, si vous travaillez avec des scripts de build ou des choses comme ça, vous allez probablement avoir à un moment ou à un autre à travailler avec l'API FS. Donc, et si vous êtes développeur back-end, je pense que c'est même un essentiel. Enfin, je veux dire, dans beaucoup beaucoup de chantiers, vous allez vous retrouver à travailler avec cette API. Et comme on peut le voir, bon là je défilais dans la documentation qui est un peu, voilà, je pourrais réduire un petit peu la size, il y a le menu de gauche qui réapparaît. Mais comme vous le voyez, on a beaucoup, beaucoup d'API. Donc tous vous les montrer va être un peu compliqué. Mais bon, je vais essayer quand même de rentrer euh, avec vous dans certains détails, etc. Donc là, boum, on rentre dans VS Code. Alors, un peu le sommaire, qu'est-ce qu'on va voir, même si je pense que je vais un peu adapter les API un peu avec mon feeling aussi. Mais globalement, au niveau des introductions, on va voir un peu les callbacks versus les promises. Alors ça, je vois qu'il y a beaucoup de juniors, effectivement. Alors, surtout ceux qui sont en reconversion dans les formations, on leur apprend à faire on leur apprend que les callbacks. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est très important si vous êtes un junior. S'il vous plaît, travaillez vos promises, la maîtrise de vos promises, et ensuite async await. Enfin, vous travaillez les deux en même temps, mais comprenez bien les promises et maîtrisez-les parce qu'aujourd'hui, dans un code moderne, c'est super important. Ça ne veut pas dire ne maîtrisez pas les callbacks, hein, c'est toujours assez intéressant de comprendre qu'est-ce qu'un callback et comment on utilise un callback, même dans une API asynchrone, puisque callback ne fait pas forcément relié à de l'asynchrone. On verra un petit peu les API synchrones, peut-être pourquoi pas ne pas les utiliser, quand les utiliser, etc. On verra deux, trois choses qui sont liées à l'IBUV, enfin de manière très succincte. Je ne vais pas rentrer dans l'IBUV, hein, mais vous dire quand même quelques avertissements. Et on va essayer de voir un petit peu différentes API, comment elles s'utilisent. Alors là, évidemment, je ne pourrais pas rentrer. Enfin, je vais rater beaucoup de choses, honnêtement. Je ne vais pas vous montrer toutes les API, mais on a aujourd'hui, on le verra en plus avec la partie écosystème, on a aujourd'hui dans le core Node.js quand même beaucoup, beaucoup de méthodes. Et donc ça, c'est assez cool comparé à il y a quelques années où beaucoup des méthodes qu'on a aujourd'hui n'existaient pas. Et donc ça explique aussi pourquoi des fois il y a des modules sur l'écosystème qui existent comme Not Graceful FS. Et on rentrera un petit peu dans ça. Donc pour commencer, callback versus promise. Donc effectivement, quand vous faites un require, alors je vais peut-être me passer en mode module pour être tranquille. Là, je suis déjà en mode module. Donc je suis en ESM là actuellement. Mais par défaut, donc quand vous importez FS, vous allez vous retrouver donc à faire node-fs. Donc là, typiquement, vous vous retrouvez avec des API à callback. Donc typiquement, si je fais fs read file, alors là, il va me demander effectivement un path vers un fichier. On peut en créer un à la racine pour être tranquille. Donc on va mettre hello.txt par exemple et on va mettre hello world à l'intérieur. Et donc là, vu que je suis en mode callback, typiquement si là je lui dis charge-moi hello.txt, il va me demander un callback. Donc ici, on n'est pas en mode promise, on n'est pas en train de travailler avec async await, etc. Donc ça, c'est le premier argument, c'est toujours l'erreur du coup. Et on a ici le buffer, parce qu'effectivement, je précise pas l'encoding, donc on aura un buffer. Et donc on va donc travailler avec des callbacks. Donc ça, honnêtement, je sais pas si beaucoup continuent de coder comme ça, mais c'est pas du tout... c'est probablement pas une bonne idée
de développer comme ça parce que bah, vous allez devoir gérer proprement l'erreur, etc. Ça va être un peu la galère. Donc là, je vais tout string mon buffer en UTF-8, voilà, tac. Je crois que par défaut, c'est peut-être UTF-8 par défaut. Je ne sais pas si c'est UTF-8 par défaut, mais je me demande si c'est le l'est pas. Mais donc voilà, donc là typiquement avec l'API de base, on va avoir donc les API synchrones, enfin pas les API synchrones, excusez-moi putain, les API avec les callbacks, et donc ça c'est ce que je vous recommande quand même aujourd'hui d'éviter. Enfin, il n'y a pas forcément grand intérêt à travailler avec ça, quoi. Donc là on voit si j'exécute le script, bah effectivement j'ai bien mon hello world. Si le fichier n'existait pas, je pense que j'aurais une erreur à la place. Et voilà. Et no entry, donc l'entry bar.txt n'existe pas à cet endroit-là. Mais bon, ça honnêtement, c'est peut-être ce qu'on vous apprendra en formation, ou ce qu'on vous montrera, ou ce que vous verrez dans des tutoriels, mais évitez de développer comme ça. Vraiment, essayez d'aller prendre la maîtrise des async await, les promises, et du coup, de plutôt avoir un code qui est... Donc ici, on va faire /promise, et donc on va récupérer les API en promise. On va pouvoir enlever tout ça. Alors là, je suis en ESM, donc je suis en top level await. Et on va faire await fs readfile tout simplement. Et je peux même, plutôt qu'avoir un buffer, je vais lui préciser l'encoding ici. UTF-8, voilà. Et donc j'aurai ma string directement comme ça. Tac, hello world. Et donc là, j'ai le même résultat. Donc là, encore une fois, je suis en ESM, donc j'ai le top level await. Mais effectivement, si vous n'êtes pas en ESM, vous allez peut-être devoir créer une fonction. Je ne sais pas si vous êtes dans un script, par exemple, avoir un script main, main catch. On n'oublie pas de catcher la promise, au cas où, quand même, pour toute erreur. Et vous déplacez éventuellement votre code à l'intérieur. Si vous êtes en CommonJS, typiquement, ce serait probablement un code comme ça que vous aurez à la place du top level await. Donc ça c'est pour la partie un petit peu synchrone, enfin je m'embrouille à chaque fois, callback versus promise. Donc effectivement ça, si vous êtes un junior, continuez à travailler quand même les callbacks, essayez de comprendre un peu c'était quoi toute cette histoire de callback. Si vous êtes vraiment junior, c'est probablement important, mais sachez quand même dans des codes modernes on utilise essentiellement des promises et des async await aujourd'hui, donc ce serait dommage de passer à côté. Et je vois donc du coup beaucoup de développeurs qui me continuent à me faire des horreurs avec des callbacks ou des micmacs, alors que c'est pas du tout nécessaire. Alors évitez vraiment ça, quoi. Alors l'avantage quand même de récupérer Node.fs, on l'a vu tout à l'heure, et là je vais arrêter de m'embrouiller, c'est pour la partie justement synchrone. Alors faire du synchrone en temps normal, c'est pas forcément une bonne idée. Typiquement, si vous êtes en plein milieu d'un middleware HTTP ou d'un service HTTP, ou en tout cas d'un code qui a besoin d'une API, par exemple, que vous exposez, ou je ne sais pas, faire des API synchrones, c'est une mauvaise idée parce que vous allez bloquer l'event loop. Par exemple, si vous faites une lecture de fichiers synchrones, vous allez bloquer l'event loop le temps que la lecture se fasse. Et donc ça, c'est problématique. Néanmoins, il y a beaucoup de situations où les API synchrones, elles sont très utiles. Typiquement, si vous faites du scripting, par exemple, là, je veux faire un script, j'ai juste envie de lire un fichier, le contenu d'un fichier, comme je le faisais tout à l'heure, donc const str, mais j'ai juste besoin de cette valeur au runtime, donc j'ai pas envie de me prendre la tête à faire de l'asynchrone, et bah là, typiquement, effectivement, faire du synchrone a du sens. Donc en scripting, etc., ou dans des situations runtime où vous savez que typiquement faire de l'async await ça servira à rien puisque vous allez faire de la séquence au runtime, vous allez avoir besoin de charger votre fichier avant de faire le reste. Typiquement utiliser des API synchrones, c'est complètement valide, c'est même peut-être même recommandé au sens où en fait vous avez faire de l'async await servira pas forcément à grand chose, ça vous apportera pas des performances en plus. Donc vous avez quand même pas mal de situations où utiliser donc les API synchrones avec donc à chaque fois c'est généralement les API synchrones, vous avez toujours ce mot-clé sync qui vient se rajouter au nom de la méthode, donc real file sync, write file sync. On peut le voir probablement si je fais AFFS. Vous voyez en fait à chaque fois vous avez souvent des méthodes avec access sync,
Cherche mode sync, close sync. Et donc vous avez toujours généralement l'équivalent synchrone sur l'API FS. Ou même sur d'autres API aussi. Hein. Souvent, des fois, dans d'autres API, vous avez le même principe avec le mot-clé sync. Donc ça peut être sympa aussi à savoir si vous n'êtes pas au courant. Et donc, il y a pas mal de situations, ça peut être utile. Alors, il y en a qui diraient aussi peut-être dans les command line, mais faites attention parce que des fois, les command line, on les retransforme en API qu'on va réutiliser aussi de manière... Moi, ça m'est déjà arrivé dans quelques expériences de faire du synchrone en mode command line et de devoir les retransformer parce que j'utilise massivement cette command line et que du coup, le mode synchrone enlève des performances. Donc, ça peut être toujours intéressant de réfléchir des fois aussi, est-ce qu'on n'a pas envie de garder une API avec async await. Mais typiquement, les command line, ça peut être aussi un excellent exemple de vous utiliser une API en synchrone. Voilà, et donc j'avais ce troisième petit point qui était cette fameuse thread pool. Alors effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Node.js, de manière générale, quand vous faites des opérations synchrones, de l'HTTP, etc., ou des opérations diverses, ça va en fait utiliser des abstractions bas niveau de votre système, genre CAPOL, etc., pour déléguer justement ces opérations asynchrones, et sans rentrer dans le détail absolu, parce que c'est ultra compliqué aussi à bas niveau, mais voilà, ça va faire le travail. Et dans le cadre du file system, c'est pas vraiment le cas. Il n'y a pas ces abstractions bas niveau. Ce qui va se passer, c'est plutôt que c'est un thread pool, c'est une pool de threads qui va être utilisée pour déléguer les opérations du file system. Donc lire un fichier, etc. Tout ça va être délégué à une threads pool. Et donc ça engendre tout un tas de conséquences en termes de performance et d'implication. Alors par défaut, si vous faites un petit peu de FS, etc., faut pas vous inquiéter, hein, c'est déjà de base très très puissant. C'est quand même rare d'arriver à ces limites-là, mais ça peut arriver que dans certains cas, la configuration que vous pouvez retrouver dans Node, qui est UV Thread Pool Size, il est peut-être nécessaire de l'augmenter pour avoir de meilleures performances. Et ça peut être une implication majeure en fonction de ce que vous souhaitez vraiment faire avec Node.js. Si c'est vraiment de l'opération massive sur du file system à très très haute fréquence, peut-être que effectivement utiliser directement Node.js est une préoccupation, mais encore une fois, il faut vraiment se lever tôt le matin. Et puis en plus, on a ces derniers temps, on a quand même pas mal de travail qui est aussi en cours pour essayer d'améliorer un petit peu même les performances de tout ça. Donc vous inquiétez pas non plus. Hein. Franchement, si vous êtes junior, typiquement, ce ne sera pas une de vos préoccupations, c'est une certitude. Mais ça peut être quand même quelque chose d'intéressant à aller regarder. Et puis si vous vous intéressez au fonctionnement de l'IBUV et de Node, c'est aussi des sujets très intéressants. Je vous recommande d'aller explorer un petit peu ces parties-là parce que c'est toujours des choses un peu sympas de comprendre aussi pourquoi ils ont fait ça pour le file system, à quel point c'était compliqué justement d'avoir quelque chose d'unifié à travers les systèmes, donc que ce soit Windows, Unix, etc. Et donc il y a aussi tout un pan d'histoire qui est assez cool aussi à apprendre avec tout ça. En tout cas, moi, ça fait quelques années, j'avais beaucoup travaillé là-dessus il y a 4-5 ans, peut-être même plus maintenant, je me rends plus compte. Peut-être même il y a 6-7 ans, je sais plus. Mais j'avais beaucoup travaillé ça, il y avait vraiment, il faudrait que je retrouve, c'est peut-être dans mon e-book d'ailleurs, mais je crois que j'ai mis des liens vers des historiques de pourquoi certaines parties de l'API FS avaient été faites comme ça, etc. Et donc c'est aussi très intéressant. Alors sur la partie API, donc comme on a vu, qui est très très volumineuse, mais on va dire que il y a quand même des basiques qu'on venait de voir qui étaient effectivement forcément lire un fichier ou écrire un fichier. Donc, alors ici on va fonctionner en asynchrone complètement. Hein, donc on oublie les callbacks ici. Moi je travaille pas spécifiquement avec des callbacks, je ne recommande pas de le faire. Et donc on va avoir effectivement donc cette API de read file. Donc comme on a vu tout à l'heure, donc là ici apprend un chemin. Alors comme dans la vidéo, je vous recommande d'aller revoir ma vidéo sur les PAF. Là je mets hello.txt directement parce que je sais que l'API IFS, si je dis pas de bêtises, elle va se baser sur le process CWD pour aller lire mon fichier. Mais n'oubliez pas, si vous avez des chemins, d'utiliser PAF-join et en tout cas de manière générale l'API PAF pour concaténer vos PAF et ne les concaténez pas vous-même. Si on ne met pas le second argument, ce qui est renvoyé sur la gauche, c'est un buffer. Quelquefois, c'est utile d'avoir un buffer.
Pourquoi il m'ennuie? Parce que je ne suis pas en mode promise. Voilà. Donc là, on met sa souris. Ça, c'est ce que je répète aussi aux juniors. Pensez à mettre votre souris. On voit bien qu'on récupère un buffer ici. Et effectivement, si vous précisez l'encoding, il ne vous renverra plus un buffer. Donc la plupart du temps, effectivement, on précise du TF8. Il va nous renvoyer une string. Alors dans certains cas, c'est quand même utile de récupérer un buffer. Hein. Il y a des API bas niveau ou des API de traitement qui vont typiquement vous demander des buffers. Donc c'est toujours sympa, mais c'est vrai que de base, généralement, c'est quand même une... Enfin, peu d'entre nous travaillent directement avec le buffer, mais c'est toujours utile. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'API. Typiquement, des fois, les API de cloud, etc. demandent un buffer. Elles ne demandent pas forcément un string. Enfin, elles peuvent supporter les strings aussi des fois, mais des fois, pourquoi vous prendre la tête à reconvertir sur une chaîne de caractères si vous pouvez directement fournir le buffer sans vous prendre la tête. Donc ça peut être toujours utile à savoir. Et donc après, vous allez pouvoir donc combiner tout ça donc avec des API assez classiques. Donc writefile, par exemple, si on voulait réécrire le contenu de d'hello.txt, bah, on ferait directement ça. Donc là, typiquement, c'est pareil. Bah, la data, il prend soit une string, soit effectivement, il pourrait quand même prendre des array buffers, etc. Donc ça, c'est pour des choses un petit peu plus poussées, c'est un peu plus haut niveau. Je ne sais pas si je rentrerai dans une vidéo sur ça un jour, parce que moi-même, j'aurais du mal à vulgariser, mais peut-être quand je serai plus à l'aise avec le sujet, je vous ferai des vidéos là-dessus aussi, parce que c'est intéressant. Mais voilà, vous allez pouvoir utiliser donc ces API. Donc faisons une petite écriture là pour le fun. On va enlever la ligne du haut et on va clear le CLI. Bam, on a exécuté. Donc en théorie, voilà, il m'a réécrit mon fichier avec foobar point d'exclamation. Et donc on va pouvoir continuer à explorer tout un tas d'API. Alors notamment sur FS, moi des API que j'utilise aussi énormément, ça va être par exemple Redir. Alors typiquement là j'ai un dossier qui s'appelle Playground avec plein de fichiers. Et typiquement je vais vouloir peut-être... on va se faire une fonction. On va se faire une fonction qui s'appelle probablement une async fonction puisqu'on est en async. Async fonction, on va faire un générateur qui s'appelle walk et on va lui dire tu walk sur un directory. Et le premier truc que va faire cette fonction, ça va être d'aller récupérer, donc de faire un redir du chemin qu'on a demandé. Et donc, par défaut, je peux vous montrer, on va avancer étape par étape. Donc là, on va faire boom. C'est un générateur, donc hop. Et donc, on veut le chemin vers Playground. Donc là, on peut enregistrer. On va aussi récupérer path, typiquement path. Voilà, tac, hop, node path, hop. Et on va k Playground dire. Et là, on va faire path join. Alors, on va peut-être avoir besoin. Alors, de manière générale, quand ça, on l'avait vu dans une ancienne vidéo aussi. On pourrait se refaire la constante dirname parce qu'on l'a pas. Là, je suis en ESM de base. Et donc, on fait un path dirname de hop, import from node URL. Hop. Non, c'est URL to file path. Quelque chose. File URF to path. Voilà, ainsi. Tac, tac, tac. Import meta URL. Et donc on se recrée dirname, ce qui peut être super sympa. Donc path join dirname playground. Et donc là, on va itérer. Ici, éventuellement, ce qu'on peut se faire, c'est un yel start dirent pour le coup. Hop, console log file. Donc là, c'est pas très. Hop. Donc là, on voit typiquement. Donc, ce qu'il va aller faire, c'est aller lire donc tous les.
Alors tous les fichiers ou les dossiers, hein, parce que là, typiquement, en fait, il nous retourne... donc là, on voit qu'il nous retourne juste des strings. On va voir qu'on a une option qui est super sympa derrière pour nous retourner les dossiers. Mais donc, on voit qu'il nous retourne foo, readme et test.ts. Donc ça va être vachement cool quand on a besoin de parcourir des dossiers. Et donc là, je vais évoluer un petit peu ma méthode. Ici, on a une méthode super sympa que les gens utilisent très peu, mais qui est with file type. Et en fait, ce que ça va changer, ce truc-là, c'est que ça va me renvoyer un dirent ici. Et donc, dans l'API FS, je vais virer mon full screen. Je repasse ici. Et voilà, on a cette classe-là qui s'appelle dirent. Donc, direntry, je pense. Directory entry. Et donc le directory entry, ça peut être soit un fichier, soit un dossier aussi. Et ce qui est super cool, c'est qu'on va avoir sur donc plein de méthodes synchrones dessus pour savoir, par exemple, est-ce que c'est un fichier, est-ce que c'est un socket, est-ce que c'est un symbolic link, le nom aussi du fichier, enfin pouvoir récupérer son nom de base, mais est-ce que c'est un dossier aussi. Donc là, typiquement, ce que ça veut dire, c'est que je peux ici, je le mets au pluriel et je vais itérer dessus, donc const dirent of dirents, et je vais dire, écoute, si c'est un dossier, donc isDirectory, je fais un yell star de walk path join de dirent.name. Donc en gros, je reparcours mon dossier et dans le cas contraire, je yield donc mon chemin complet vers le fichier par exemple. Donc là c'est pareil, je pourrais l'enregistrer avant éventuellement, ce petit path. Et donc là ça devrait de manière récursive aller me chercher en fait, si c'est un directory ça va continuer à parcourir. Et si c'est pas le cas, ça va me renvoyer le chemin complet vers le fichier. Non, j'ai pas envie d'ouvrir un terminal ici, d'habitude. Et donc là, boum, on voit que ça va faire ce que je lui ai demandé. Ça va me renvoyer à chaque fois le chemin vers tous les fichiers que j'ai dans mon arborescence. Et donc là, typiquement, on pourrait s'amuser aussi. On l'avait vu dans l'API path, mais on avait aussi path xtname par exemple. On pourrait dire, tiens, tu nous donnes aussi l'extension du fichier, quoi. Et donc là, on verrait qu'on pourrait éventuellement travailler sur un code qui irait filtrer en fonction des fichiers qu'on a envie de récupérer, etc. Donc vous voyez, ça c'est pareil, les générateurs, on a fait des vidéos avec Tony, etc. Si vous voulez pousser un petit peu le concept. Mais très rapidement, on peut se développer un truc qui va aller chercher nos fichiers avec les extensions qu'on veut, etc., etc. Et donc ces fichiers, on va pouvoir donc faire un tas d'opérations. Donc typiquement, je vous ai montré la redir. Mais on pourrait aussi donc voir, on va faire un exemple très simple, mais récupérons ça ici. Mais on pourrait donc effectivement aussi faire d'autres types d'opérations, typiquement mkdir. Et mkdir, on pourrait créer par exemple le fichier, le dossier foo à la racine par exemple. Donc, et là donc j'exécute mkdir, hop, tac, et tac, il m'a créé un dossier foo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites plusieurs dossiers les uns dans les autres, ici vous avez le mode qui s'appelle récursif, et vous pouvez dire true. Et en fait, ce qui est super cool, en fait, si vous avez précisé donc plusieurs dossiers à créer, donc là je le fais rapidement à la main comme ça pour la démonstration, mais vous l'avez compris, c'est pas forcément une bonne idée de le faire comme ça. Mais vous voyez, boum, il m'a créé plusieurs dossiers en récursif. Sans créer d'erreur. Ce qui peut se passer, c'est que si vous n'avez pas le mode récursif, typiquement, imaginons là que je resupprime, ce qui va se passer, c'est que si je fais ça, bam, boum, il va nous dire no entry. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu qu'il n'y a pas le mode récursif, il va nous dire je ne peux pas créer le dossier qui s'appelle xd parce que foo n'existe pas, puis bar n'existe pas. Enfin, si en tout cas foo existait et bar n'existait pas, il nous dirait qu'en gros, le dossier bar n'existe pas, donc il ne peut pas créer le dossier xd. Donc là, typiquement, l'option récursive peut être vraiment importante. Bam, on recrée nos dossiers.
Et pour les supprimer, alors attention, on a deux API sur Node, on a rmdir, parce qu'en fait ça a un peu évolué avec le temps, mais rmdir ça va vous permettre de supprimer un dossier. Et il y avait aussi cette option récursif, mais en tout cas maintenant aujourd'hui c'est deprecated, donc aujourd'hui vous pouvez supprimer un dossier avec rmdir, mais si vous voulez avoir un comportement du type rm-rf, si je dis pas de bêtises, vous allez utiliser rm directement. Et donc ici par exemple je peux lui dire fsrm. Ici, je vais pouvoir lui dire, par exemple, récursif true et force true. Donc, oui, vas-y en récursif, supprime-les comme un rm-rf, quoi. En fait, c'est supprime-les et me demande pas, ne me fais pas d'erreur. Enfin, supprime tout en récursif, même s'il y a des fichiers, etc. à l'intérieur, ça va aller supprimer l'intégralité du dossier en récursif. Donc voilà, au niveau de l'API FS, donc vous allez avoir quand même pas mal d'API, donc effectivement que ce soit en fait tout ce que vous avez besoin de faire sur votre file system, vous allez avoir, on a aussi côté Node.js une API qui a été ajoutée très récemment qui s'appelle CP, donc pour copy, qui vous permet en fait de copier, vous lui demandez en récursif de copier un dossier A vers un dossier B, il va vous le copier, ça n'existait pas encore, il y a encore, enfin de très récemment ça n'existait pas encore, donc ça revient à ce que je vous disais en début de vidéo, on est en train d'ajouter tout un tas de fonctionnalités qui n'existaient pas avant, et ce qui fait que les gens étaient obligés d'installer des modules de l'écosystème, par exemple, pour copier des fichiers. Et voilà. Et donc, typiquement, vous allez aussi avoir des API de stream. Donc, si vous voulez, si vous avez, par exemple, si vous avez envie de lire un fichier de 10 gigaoctets, ou lire puis effectuer une opération, ça peut être aussi ultra intéressant. Donc là, typiquement, si j'enlevais ce code-là, et j'utilise, par contre, readstream, etc. sont sur l'API normale, mais je pourrais effectivement faire un create readstream de hello.txt. Alors ça, ce qui est assez cool, c'est que effectivement, tout à l'heure, je vous disais, vous pouvez faire des opérations, mais on peut aussi donc utiliser... on va importer stream de NodeStream promise. Et donc ça, c'est un truc que vous pourriez voir aussi à terme. Enfin, je ferai peut-être une vidéo là-dessus parce que c'est super intéressant. Mais on pourrait utiliser effectivement un pipeline pour, par exemple, on va lire, on va réécrire le fichier, create write stream, hop, hello biz.txt, voilà, tac. Faire quelque chose comme ça, mais entre les deux, par exemple, vous allez dire je vais mettre en uppercase mes letters. Enfin, dans la vraie vie, effectivement, vous allez faire quelque chose d'éventuellement qui match votre besoin, faire un traitement sur chaque chunk qui sera lu du stream. Donc là, si vous n'êtes pas à l'aise avec des streams, vous êtes un junior, bon, c'est normal, vous n'allez pas forcément comprendre ce que je vais vous dire. Mais voilà, pour ceux qui sont un peu plus expérimentés, pensez, notamment, il y en a, je vois qui utilisent les events, les machins, ça peut être super cool d'utiliser Stream Pipeline, et ça, j'y reviendrai dans une vidéo. Pour faire vos API. Donc là, en l'occurrence, ouais, en théorie, ça fonctionne nickel. Voilà, il m'a créé Hello Biz, donc il est allé... Là, en l'occurrence, ça sert à rien, puisque j'ai que Hello dans le fichier, donc vous vous doutez, parce que je crois que de base Node.js, la watermark, donc ce qu'on va appeler la watermark, ici, normalement, vous avez height watermark, voilà. Elle est de 64 kilobytes, si je ne dis pas de bêtises sur la mesure. Je m'embrouille toujours avec ça. Mais en tout cas, ça servirait à rien parce que le contenu de mon fichier est pas assez grand. Mais typiquement, si le fichier était vraiment très très lourd, ça pourrait être vraiment très intéressant. Par exemple, s'il faisait 10 gigaoctets, en termes de mémoire, écrire des codes avec des streams serait beaucoup plus intéressant. En termes d'API, un truc qui est super cool à savoir aussi, typiquement si vous regardez l'API FS, et donc ça reviendra un peu à des notions de Unix, mais vous avez aussi les notions de Handle, voilà. Donc notamment la classe FileHandle. Et donc ça se passe quand vous faites quand vous utilisez FS. Donc là, typiquement, je repasse en FS Promise parce que je vais vouloir vraiment FS Open. Et par exemple, hello.txt, hein, allez-y. Et donc là, effectivement, je vais récupérer un FileHandle. Donc souvent, qui est raccourci en FD, hop, comme ça. Si vous voyez des FD, en fait, c'est FileHandle. Et donc, sur ce FileHandle, vous allez avoir plein d'opérations qui seront possibles sur votre fichier, typiquement.
Donc généralement, c'est quand même les mêmes, enfin, ça revient aux mêmes méthodes qui existent dans l'API FS, hein. Vous allez pouvoir, à quelques différences près, typiquement, ce qui est assez cool avec les file handle, c'est que vous allez pouvoir maîtriser le read vous-même. Alors ça peut être intéressant typiquement dans des cas où le read file sera pas assez performant, puisque le read file, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lire en scalant sur l'event loop et lire au fur et à mesure par 60 kilobytes, il me semble aussi. Enfin, ça doit peut-être dépendre du système, mais je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, utiliser un file handle avec un read, ça peut être intéressant. Après, ça doit dépendre aussi du système, hein. Je ne vous cache pas, c'est compliqué. Mais en tout cas, ça vous permet voilà, de faire un tas d'opérations sur un fichier. Donc ça peut être intéressant si vous avez envie d'ouvrir un seul fichier et de faire des opérations au fur et à mesure à travers le temps sur ce fichier spécifique. Bah, ça peut être intéressant d'ouvrir un file handle plutôt que refaire des opérations FS séparées en tout cas avec l'API classique. Et donc là, vous voyez, on peut faire pas mal de choses. On peut truncate un fichier. Donc ça, truncate par exemple, ça peut être utile. Moi qui ai fait du monitoring, des fois on gère des fichiers de log et on veut truncate un fichier de log parce qu'on ne veut pas garder plus de 2 heures de log. Enfin, vous voyez, en fait, en tout cas, on ne veut pas garder une certaine size sur la log, mais après, on peut combiner ça avec une notion de temps dans la log, etc. Donc ça nous permet de faire vraiment tout un tas de choses vraiment intéressantes. On a même, il me semble que ça, c'est une API expérimentale. Il faudrait regarder. On a ce fameux readline qui est super intéressant. Il me semble qu'il est très très récent. Je ne suis pas sûr du tout de moi. Ouais, si, voilà, 18.11, ça a été ajouté. Donc c'est super intéressant que je l'ai là. Mais on a effectivement cette API de readline qui nous permet, donc on voit, on a un exemple file readline. Donc on va reprendre, hein. Ils ont des super exemples où ils nous affichent les lines au fur et à mesure. Donc ça c'est intéressant. Donc il faut juste qu'on réutilise notre FD ici et donc on va supprimer ce fichier là. On va foobar hello world mdr, hop. Et donc en théorie, si on exécute notre API, qu'est-ce qu'il me dit? Is not a function. Ah oui, je suis pas sur la bonne version. J'ai la 18.5. Je me suis fait avoir. J'ai pas la dernière version de Node.js. Mais bon, typiquement, en fait, ça nous montre qu'on a aussi cette possibilité. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ce qui est super cool, c'est que plus on avance, plus on a de nouveaux outils dans l'API qui nous permettent de faire des trucs vraiment cool. Sachant que là, faire un readline, on le verra, il y a d'autres aussi API, notamment, j'ai oublié son nom, mais qui nous permet aussi de lire par ligne, comme ça, au niveau de Node.js. Et donc, mais bon, c'est toujours sympa de voir qu'on a de plus en plus d'API pour travailler avec le file system. Voilà, après, évidemment, vous avez beaucoup d'autres notions qui sont liées à l'API FS. Et donc, dans cette vidéo, j'aurais vraiment voulu vous traverser chaque truc, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment adapté à une vidéo. Je pense peut-être même un stream, quelque chose plus de l'ordre du stream, et serait beaucoup mieux pour ça. Mais globalement, voilà, vous allez pouvoir faire un tas de choses. Vous avez Watch, mais il faut faire attention à Watch. On a des contributions qui sont en cours là-dessus. Mais si vous voulez vérifier qu'un fichier est modifié, etc., là, pareil, vous avez un module dans l'écosystème qui le fait très bien, enfin, qui va compléter, en fait, les défauts de FS Watch. Mais on va peut-être avoir des choses qui vont arriver aussi dans le corps très prochainement pour répondre à ça. Donc, c'est vachement cool. Mais vous allez vraiment des stats si vous voulez récupérer la size du fichier ou d'autres informations sur le fichier. Par exemple, ça date de dernière modification ou ce genre de choses. Et ouais, tout un tas de choses. Il y a un tas de trucs qui sont liés à des notions de système. Moi, typiquement, il y a aussi quelques petites notions que je ne maîtrise pas encore complètement. Vous avez OpenDir aussi qui vous permet de... ce que j'appelle du lazy, mais de parcourir de manière lazy, un peu comme Readir qu'on a vu tout à l'heure, en fait, qui va nous renvoyer des direct, mais avec un for await, ce qui fait qu'en fait, vous pouvez parcourir les dossiers, les fichiers au fur et à mesure et vous arrêter au moment où vous avez trouvé le fichier qui vous intéresse. Donc ça peut être intéressant. Et je crois que, je suis pas sûr là encore une fois, mais je crois qu'ils réfléchissent éventuellement à rajouter en tout cas, il y avait une issue pour une option récursive, donc peut-être que c'est quelque chose qu'on aura aussi en récursif, de pouvoir... plutôt que l'implémenter tel qu'on l'a fait nous avec un générateur par exemple. Dans Dino, il me semble qu'ils ont une API qui s'appelle Walk typiquement pour faire ça.
C'est quelque chose aussi que j'ai recréé de mon côté, moi, que je fais souvent. Et voilà, on va avoir tout un tas de méthodes, etc. Mais encore une fois, je pense que ça va être un peu compliqué de rentrer sur tout. Euh, on a aussi effectivement ce FSDIR. Donc en fait, ce FSDIR, il est retourné notamment par OpenDIR. Et en fait, on s'en rend pas vraiment compte parce que ce FSDIR, en fait, il implémente le symbole async iterator. Et donc, en fait, la plupart du temps, quand on l'exploite, on peut faire un for await. Mais ce qui est super cool à savoir, donc l'async iterator, il va s'occuper d'aller jouer les clauses pour vous et de faire tout ce travail-là. Mais ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est qu'on peut l'utiliser manuellement, donc avec un dir.read. Donc typiquement, si je vous prends un code, un exemple, donc ici, boom, open dir, donc path join de dir name playground. Et donc là, normalement, voilà, on récupère un fsdir. Et donc sur ce fsdir, on peut faire un read manuel. On fait un entry de await fsdir. Et donc là, effectivement, comme un générateur, il va nous renvoyer soit l'entry, soit nul, parce que nul si c'est terminé. Alors, ça peut être utile de le faire à la main dans certains cas, je suppose, mais de manière générale, je pense qu'il faut éviter. Mais voilà, typiquement, là, pour ceux qui ont un peu suivi ma vidéo chez des générateurs, ils vont vite comprendre que, effectivement, c'est le même principe. On va pouvoir l'exploiter à la main et au fur et à mesure tel qu'on en a envie. Donc ça peut être aussi intéressant dans certains codes, parce qu'on n'a pas forcément tout le temps besoin d'un for await. On veut peut-être aussi développer une mécanique nous-mêmes. Et donc dans ce cas-là, effectivement, dans la doc, on a ce fameux fsdir qui nous est retourné. Mais nous, en réalité, la plupart du temps, on l'exploite par le biais du symbole async iterator. Voilà, fswatcher. Donc fswatcher, c'est ce qui est retourné quand vous faites un fswatch. Donc là, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais vous voyez, vous avez pareil le watcher, vous pouvez le déréférencer. Donc ça, les unref, généralement, c'est parce que par défaut, si vous créez un fswatcher, il va empêcher votre event loop de se couper. Donc typiquement, vous avez peut-être envie de coupler un watcher et de le unref pour ne pas empêcher l'event loop de se couper. Donc ça, c'est des notions liées à l'event loop qui sont aussi cool. On les a peut-être déjà, j'ai déjà abordé ça, je pense, dans ma vidéo sur les timers de Node.js, donc je vous recommande aussi de la voir. Mais typiquement, généralement, quand vous voyez un unref, c'est globalement ça. Et je pense que là, il l'explique. Will not require the event loop to remain active. Donc voilà, c'est typiquement ce que je vous ai expliqué. À chaque fois que vous verrez un unref, et puis vous avez l'inverse, vous avez ref pour le re-référencer dans l'event loop. Voilà, mais il vous explique en gros que chaque stream a des événements, que vous pouvez typiquement, là, les watchers, ils ont le close, le error. Donc ça c'est à combiner avec les event emitters. J'ai pas fait de vidéo sur les event emitters d'ailleurs, mais peut-être que j'en ferai une. Peut-être aussi sur les event target qui sont l'équivalent de ce qu'on a aussi dans le navigateur web. Et voilà, vous avez une partie sur fstat. Donc quand vous faites un fstat, effectivement, vous allez récupérer en tout cas cette réponse-là avec tout un... Même moi, je sais même plus qui représente quoi, mais de toute façon, les docs vous expliquent tout ça. Et donc là, éventuellement, vous pouvez rentrer dans des notions beaucoup plus système. Donc là, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je vous recommande quand même d'aller vous former. Là, c'est pas forcément de la formation sur Node, mais c'est vraiment de la formation liée à votre système. Qu'est-ce qu'un socket, qu'est-ce qu'un symbolic link, etc. Et voilà, ils vont réexpliquer ici toutes les propriétés qu'on va retrouver. Donc il me semble, voilà, les ATimeMS, MTimeMS, il y a toujours... chacun indique un temps précis vis-à-vis d'une modification de quelque chose, voilà, à laquelle le fichier a été créé, il me semble. Creation time, exactement. Voilà. Et c'est globalement tout. On a aussi quand même aussi des notions avec les constantes, notamment pour les accès, quand vous faites des fs access. Ça peut être un besoin que vous avez, par exemple... voilà, access, tac. Mais access, typiquement, vous allez dire, est-ce que j'ai accès à ce fichier-là en lecture, en écriture? Ça peut être des besoins, c'est quelque chose que je fais pas très très souvent, moi, à titre personnel, mais ça peut... Quand vous faites du command line, par exemple, vous savez pas dans quel droit, par exemple, la command line, elle est exécutée. Enfin, ça peut être des choses qui sont importantes.
Peut-être pas en mode API, c'est pas des choses que vous aurez peut-être à affronter en mode si vous faites de l'API avec Node, mais en tout cas si vous construisez des programmes un peu différents, des scripts et des choses, ça peut être euh, des éléments que vous êtes amené à travailler aussi, la notion des droits, etc. Et donc le dernier point de ma vidéo, désolé je tarde un petit peu, dernier point de ma vidéo, effectivement, c'est la partie écosystème. On a des modules comme Graceful FS. Aujourd'hui, je pense que ces modules commencent, enfin leur vocation à exister, commence à s'amenuiser parce qu'on l'a vu, on a beaucoup de nouvelles méthodes et en fait ces modules avaient été, en tout cas dans l'écosystème, il y a beaucoup de modules qui ont été créés justement pour répondre au fait qu'il manquait des fonctionnalités dans le module FS. Aujourd'hui, ça commence à arriver et à être corrigé. Donc par exemple pour FS Watch, c'est le cas. Mais vous allez quand même avoir des petites choses vraiment sympas et que moi j'ai déjà par exemple affronté il n'y a même pas quelques semaines, par exemple les IM files. Donc ça c'est typiquement quand vous atteignez les limites de votre système, vous envoyez beaucoup trop de open et beaucoup trop de redir. Donc les open, hein, ça va se faire pour vous par exemple, ça va se faire pour vous automatiquement même si vous ne le voyez pas. En fait open et redir vont être trigger généralement très souvent à bas niveau au niveau du système. Et donc si vous effectuez trop d'opérations, vous allez atteindre sur Unix, il me semble que c'est des choses comme ça s'appelle ulimit, etc. Et donc vous allez atteindre les limites et vous allez vous retrouver avec des erreurs EM-file. Donc en fait, ce que fait ce module, c'est qu'il gère les retries pour vous. En fait, quand il y a une erreur, il retry automatiquement, etc. Il y avait d'autres choses. Donc voilà, généralement, ces modules gèrent des petits détails comme ça. Mais je pense que plus on avance dans le temps, plus aussi le module FS natif gère de plus en plus ces cas-là. Ou en tout cas, plus on ajoute des nouvelles API qui peuvent gérer un peu mieux ces cas-là. Mais ça ne veut pas dire voilà, que par exemple Graceful FN n'est plus utile. Typiquement, si vous êtes un peu dans ces cas-là où vous voulez queue up les opérations, etc., je pense que ça peut être toujours utile. Mais plus on avance effectivement dans le temps, moins je pense que voilà, plus l'utilité de ces modules est un peu remis en cause. Mais ça dépend de vous. Effectivement, vis-à-vis de vos problèmes, ça peut être ultra intéressant. Par exemple, sur Windows, il vous dit, voilà, des fois, il y a des problèmes de permission. Et il va faire des tentatives. Enfin, voilà, vraiment des expériences après qui peuvent être liées au système, etc. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks. Encore une fois, je l'ai dit, elle était vraiment très très vaste et je ne savais pas forcément comment l'exploiter correctement. Donc peut-être que je vous ferai un épisode bonus ou peut-être qu'il faudrait que je trouve un autre format qui soit plus adapté, surtout dans des API aussi grands, aussi grandes, je ne sais pas si c'est le mot, mais vous voyez, c'est très volumineux, c'est très compliqué, ça rejoint des notions système aussi, donc c'est pas forcément là où je brille le plus concrètement. Mais voilà, si vous voulez peut-être, je pense aussi, il y a pas mal d'exemples qui peuvent être exploités. Je vous en ai fait un petit avec Redir. Mais pas typiquement ça dans des streams ou dans des formations, c'est assez sympa à voir. Et donc on pourrait peut-être creuser le sujet un peu plus. Mais voilà, globalement pour cette, on va dire quand même une présentation succincte du module FS que je souhaitais vous faire. J'ai peut-être oublié quelques éléments au niveau de la doc. Mais n'hésitez pas à me le faire remarquer éventuellement si vous pensez que il y a des notions très importantes à aborder, bah n'hésitez pas à me le faire remarquer. On pourra éventuellement corriger ça dans une prochaine vidéo. Voilà, n'hésitez pas aussi à me dire éventuellement dans les commentaires, que ce soit même dans les réseaux, si vous avez des choses spécifiques dans Node.js que vous souhaitez voir. Moi j'ai déjà quelques idées des prochaines vidéos que je vais faire. Donc voilà, je vais travailler un peu sur ça. Je continue aussi, il faut que je continue à travailler ma vidéo sur Fastify qui me demande pas mal de boulot. Mais ça va sortir, promis. Mais voilà, je vais continuer donc mes vidéos sur les modules core Node.js parce que j'apprécie plutôt bien ça. Et donc si vous avez des éléments spécifiques que vous souhaitez voir et que je les maîtrise bien, bah, peut-être que j'en ferai ma prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire. Et bah merci pour votre soutien et merci de regarder les vidéos. Et à plus pour une prochaine. Ciao!